fait partie du PPE, du Parti populaire européen, et dans ce parti qui est majoritaire, hein, qui fait un quart des députés à l'Assemblée européenne, il y a 8 représentants. Vous avez 59 propositions. Quel est votre bilan, vous, de la mandature européenne qui vient de se terminer? Bah déjà, je pense qu'on a un bilan qui est quand même assez important, malgré le fait qu'on ait 8 députés. Donc on a eu certes une déconvenue en 2019, mais on a quand même gardé une certaine influence au sein du PPE, et je pense que c'est le plus important. On a réussi sur un nombre important de sujets à imposer nos positions et surtout à faire dévier le projet d'Emmanuel Macron, qui en imposant Ursula von der Leyen a voulu mettre la main... Qui est pourtant membre du PPE. Elle est membre du PPE, mais ce n'était pas notre candidate en 2019. Notre candidat, c'était Manfred Weber, qui était le candidat désigné par le PPE, et Emmanuel Macron a imposé Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, en dépit de la tradition qui veut que le candidat désigné par le parti arrivé en tête des élections soit nommé président de la Commission européenne. Donc nous, effectivement, on s'opposera à Ursula von der Leyen, mais on aura l'occasion d'y revenir dans le programme. Alors qu'est-ce qui va en Europe et qu'est-ce qui ne va pas en Europe dans ce qui s'est passé dans les 5 dernières années? Alors déjà, sur l'immigration, il y a eu des initiatives qui ont été prises, mais nous, on considère que ça va pas assez loin et même que ce qui a été fait est plutôt dangereux pour les pays européens. On s'est opposé à la répartition obligatoire des migrants sur le territoire européen, qu'a voulu la liste de Madame Hayet et Ursula von der Leyen. On a participé au financement des frontières extérieures, à la construction de murs, etc., pour renforcer nos frontières extérieures, parce que c'est là où ça pêchait depuis un certain moment, et les dirigeants européens avant ne souhaitaient pas participer. Alors ça fait partie de vos propositions, donc on y reviendra après. Ça, c'est notre bilan. Au bilan, ça, c'est notre bilan. On a participé au financement des frontières extérieures, et d'ailleurs, on va poursuivre à ce niveau-là. Et on a également obtenu une augmentation du budget de Frontex, donc, qui est l'agence de défense des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, ce qui est important et ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à ces derniers mois. Et on a réussi à augmenter le budget de Frontex, pardon. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses bien faites par l'Union européenne, ou est-ce que tout est négatif ou pas terrible? Je crois qu'il y a quand même eu de bonnes choses. Après, nous, on a essayé de faire vivre quand même une petite musique singulière et de réorienter les débats ou les propositions dans notre sens, parce qu'on considérait qu'il y avait des initiatives qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient pas, disons, qui n'allaient pas vraiment dans le bon sens. Par exemple, sur le nucléaire, on a dû batailler au Parlement européen avec François-Xavier Bellamy pour que le nucléaire bénéficie du plan de relance budgétaire européen, pour que le nucléaire soit inscrit dans la liste des énergies vertes, ce que la majorité avec Renaissance refusait. Ursula von der Leyen était contre, et d'ailleurs on se rend compte que sur beaucoup de sujets, les Verts et les macronistes, et plus généralement la gauche, étaient tous alliés pour empêcher le nucléaire d'être inscrit dans les énergies vertes. Moi, c'est aussi un point que je constate, c'est que dans ces 5 dernières années, le RN s'est subitement mis à être pro-nucléaire. Renaissance est passé en 2017, vouloir la fermeture de Fessenheim et d'un certain nombre de réacteurs. J'ai entendu Gabriel Attal il y a quelques années qui disait qu'il fallait fermer un certain nombre de réacteurs en France et qui maintenant se retrouve à défendre le nucléaire. Donc je trouve ça assez ironique. Nous, en tout cas, sur les questions du nucléaire, on s'est battu, on a obtenu des résultats. Comme sur d'autres d'ailleurs, il y a plein de sujets où l'Europe avait des initiatives mais qui n'allaient pas dans le bon sens par exemple, typiquement pour les agriculteurs. Nous, on s'est opposé à une dimension du Green Deal, donc du pacte vert, et également à Farm to Fork, donc de la fourchette à l'assiette, je crois, ça doit être ça. De la ferme à l'assiette. De la ferme à l'assiette, c'est ça. Qui, par exemple, prévoyait le gel de 10% de la surface agricole en Europe, ce qui est, c'est incompréhensible quand on veut défendre l'indépendance alimentaire de l'Europe, la souveraineté alimentaire de l'Europe. Et puis, ça aurait surtout des conséquences sur la baisse du rendement, la baisse du revenu des agriculteurs et du coup l'augmentation des prix pour les consommateurs. Donc sur ça aussi, on s'y opposait fermement. On a été les seuls
à vraiment mener le combat, parce que comme d'habitude, le RN parle beaucoup. Quand vous dites nous, c'est les Républicains C'est les ou c'est la Républicains, PEP? ouais. Les Républicains, ouais. Donc vous êtes une minorité dans votre groupe principal. Disons qu'on est une minorité, mais on arrive quand même à se faire entendre. C'est compliqué parce que, bon, évidemment, Ursula von der Leyen fait partie du PPE, donc forcément, il y en a qui sont avec elle. Après, on a constaté que lors du dernier congrès du PPE à Bucarest, où finalement tout le monde pensait comme Bellamy, mais personne n'osait le dire, François-Xavier Bellamy a osé dire Ursula von der Leyen, on ne vous soutiendra pas pour le renouvellement de votre mandat. Et la preuve, c'est que sur le résultat du vote, Ursula von der Leyen, il y a eu 50% de vote pour, en gros, et 50% d'abstention de vote contre. Donc sur ça encore, on arrive à imposer notre ligne. Et ça, c'est aussi le fruit du travail qu'on a mené pendant 5 ans au Parlement européen. Alors 8 députés sur 176 dans le PPE, mais 8 députés qui se battent pour faire valoir les positions françaises, c'est ça? C'est ça. Et du coup, plus on a de députés LR au Parlement européen, et plus la France aura un poids important au PPE, et donc on pourra effectivement imposer le débat et imposer nos propositions pendant la prochaine mandature, mais on aura l'occasion d'en revenir pour... Alors, plus de députés, pour l'instant, c'est un peu mal parti d'après les sondages, hein, puisque vous avez 7,5% et qu'en 2019, vous aviez fait 8,5%, hein, donc là, vous êtes 1% de moins, donc peut-être ça sera que 7 députés. Enfin, on peut, d'après ce que vous dites, on aura des députés combatifs. Moi, je suis très méfiant vis-à-vis des sondages. Ils se sont trompés un nombre incalculable de fois. Après, voilà, je pense que sur ces dernières semaines, il y a une dynamique qui s'installe. Puis on le constate aussi sur les marchés, en faisant des collages, des tractages, en allant à la rencontre des Français. Le message de François-Xavier Bellamy passe bien. Beaucoup mieux qu'en 2022 où avec notre candidate à la présidentielle moins 5%. C'était beaucoup plus compliqué, on se faisait littéralement jeter sur les marchés, hein, faut être honnête. Là ça se passe bien et puis je pense que il y a une dynamique aussi qui s'installe. François-Xavier Bellamy c'est un candidat sérieux, mais en même temps il n'a pas hésité à dénoncer par exemple les conditions du débat Attal-Bardella qui n'a pas lieu d'être, parce que Jordan Bardella est le patron d'un parti, il est candidat aux européennes certes. Tête de liste en plus. Mais Gabriel Attal est Premier ministre, n'est pas candidat, donc je trouve ça déjà un peu incorrect pour Madame Hayé, et ce débat n'avait pas lieu d'être. Et pour aussi le troisième candidat de Place Publique et du PS qui est quand même à plus de 10%. Voilà, là, honnêtement, moi je parle même pas pour nous. Si on est logique, on doit aussi inviter Raphaël Glucksmann, l'un de ses représentants. Et ce qui est compliqué, c'est que encore une fois, on est pris en étau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui veulent nous rejouer le coup, encore une fois, du duel Macron-Le Pen, parce que finalement, les deux s'entretiennent. Macron a besoin de Le Pen et vice-versa. Or, en Europe, le débat, il se base entre le PPE, qui sera, dans tous les cas, visiblement sur les sondages majoritaires au Parlement européen. Là, il y aura une majorité de chefs d'État et de gouvernement en Europe qui seront du PPE. Et de l'autre côté, il y aura le groupe de la gauche social-démocrate. Et c'est ainsi que les débats se font au Parlement européen. Au Parlement européen, il n'y a pas de Macron, il n'y a pas de Le Pen. Leurs groupes sont complètement éclatés. Et même l'extrême droite est dans 2 groupes. Oui, voilà. La Reconquête, ceux qui sont proches de Reconquête et le Front et le Rassemblement national sont dans 2 groupes différents. Voilà. Le groupe de Renaissance, Renew, va voir ses effectifs fondre. Ils n'auront plus la capacité à construire des majorités, en tout cas sur les textes les plus clivants. Idem pour le Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national a gagné les élections européennes en 2014 et en 2019. Pour quel résultat? Rien n'a changé. Donc les Français leur ont fait confiance 2 fois. Ça n'a pas changé la donne fondamentalement, alors que nous, avec 8 députés, on a été capable d'aller au combat sur l'agriculture, sur l'énergie, pour empêcher la création d'un impôt européen. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'envoyer un maximum de députés avec François-Xavier Bellamy pour pouvoir peser sur le débat en Europe. Est-ce que votre tête de liste est présente? Parce qu'on dit beaucoup que la tête de liste du Rassemblement national est particulièrement absente, et parfois on a appris dans un débat qu'elle votait des textes qu'elle n'avait même, il votait des textes qu'il n'avait même pas lus. Est-ce que le bilan
en présentiel et en amendement de votre tête de liste, est-ce qu'il est important ou pas? Oui, pour les amendements, les rapports effectués, etc., c'est l'un des meilleurs. C'est un vrai député. C'est l'un des meilleurs de la délégation, enfin de la mandature pour la France. Bon, évidemment, il y a Manon Aubry qui est loin devant, mais déposer des amendements qui n'ont ni queue ni tête juste pour faire de l'obstruction, moi j'appelle pas ça non plus du travail. François-Xavier Bellamy a montré que c'était un candidat sérieux, qui avait des convictions et qui savait les défendre. C'est quand même quelqu'un qui a eu le courage de dire au chancelier Olaf Scholz, au Parlement européen, ces quatre vérités. Lui dire qu'il n'était pas d'accord sur le fait que l'Allemagne fasse cavalier seul sur les affaires étrangères, que c'était insupportable de les voir maximiser leurs intérêts au détriment de l'Europe. Voilà, c'est quelqu'un qui est courageux et qui a un bon bilan, je le répète. Donc on va passer à vos propositions. Alors vos propositions, 59 propositions sur 6 axes. Alors les axes, c'est renforcer la défense européenne. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, hein, parce que les mots, c'est beau, mais derrière les mots, il y a des idées et il y a des actes. Deuxième axe important, souverainisme économique et donc pouvoir d'achat, on va dire, hein, aussi. Et bien sûr, le problème du durcissement de la politique migratoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par renforcer la défense européenne? Ça veut dire, est-ce qu'il y aura une armée européenne ou pour vous, c'est pas du tout question? Alors nous, non. Contrairement à Valérie Hayé qui avance un peu caché, on est complètement contre la création d'une armée européenne. Par contre, on veut favoriser l'industrie européenne de la défense. Notamment en lançant un fonds européen de la défense pour financer l'industrie européenne, parce qu'on constate qu'à chaque fois, la Pologne ou l'Allemagne achètent du matériel américain et nos Rafales, ça les intéresse pas. Donc nous, on veut vraiment que l'industrie européenne soit au service de la défense. Vous voulez une formation de 2 mois pour chaque jeune européen et européenne, bien sûr, hein, aux enjeux de la défense opérationnelle. Oui, alors on a déjà le SNU qui a été mis en place en France, oui. Mais on voudrait renforcer la dimension défense. Ça permet aussi aux jeunes Européens comme moi par exemple d'être initiés au métier de la défense et pourquoi pas d'éveiller des vocations. Je pense que ça peut être assez intéressant, d'autant plus dans le climat actuel. Alors il y a aussi, par rapport à l'Ukraine, vous êtes contre qu'elle intègre l'Union européenne, vous voulez qu'elle soit un partenaire privilégié, mais pas qu'elle intègre. Pareil pour la Géorgie, pour les autres, la Moldavie. Oui, donc, parce que concrètement, l'Ukraine déjà ne respecte aucun des critères d'adhésion à l'Union européenne. Ce serait quand même assez dangereux de les faire entrer dans le marché commun, ne serait-ce que pour nos agriculteurs. Et je pense que, contrairement à ce que croit Emmanuel Macron, ce que veulent les Ukrainiens, c'est pas qu'on envoie des troupes au sol, mais c'est qu'on leur envoie des armes. Et je pense qu'à ce sujet, on a quand même beaucoup mieux à faire. On a quand même fait des efforts, certes, mais on pourrait faire plus en leur donnant des armes, en leur donnant des munitions, etc., pour les aider à soutenir l'effort de guerre face à la Russie. Alors, la Turquie qui est candidate depuis une éternité, plus de 20 ans, maintenant c'est niet. Ah ça ne change pas d'élargissement. Nous on est contre tout élargissement de l'Union européenne, on pense que c'est pas le sujet actuellement, c'est pas bénéfique ni pour eux ni pour nous. Au niveau économique, vous pensez qu'en Europe il y a trop de normes, donc vous voulez alléger les normes à la fois pour les agriculteurs mais aussi pour les industriels. C'est ça, en gros on veut un moratoire sur toutes les nouvelles normes et on veut également aussi arrêter cette tendance française à la surtransposition, parce que certes il y a les normes européennes, mais donc il y a des normes qui s'appliquent à tout le marché commun européen, mais on constate effectivement qu'il y a aussi des normes typiquement françaises qui arrivent et qui entravent l'action de nos agriculteurs et de nos entrepreneurs, donc on souhaite aussi y mettre fin. Donc au niveau énergétique, puisque on sait que les prix augmentent, parce que l'énergie pour des raisons qu'on va pas développer augmente, donc vous étiez pro-nucléaire et vous êtes encore plus pro-nucléaire. Alors on est pro-nucléaire, hein, c'est pas parce qu'on est forcément fanatique du nucléaire, mais c'est l'énergie, la seule énergie pilotable et la plus décarbonée, ce qui n'empêche pas d'investir dans d'autres énergies renouvelables. Mais effectivement, moi quand je vois les Verts en France, ou même les macronistes qui critiquent le nucléaire, alors qu'en Allemagne, les alliés des Verts ont fait en sorte de détruire le programme nucléaire, et du coup on se retrouve avec des mines de charbon qui sont ouvertes, ça me fait doucement sourire. Donc voilà, nous on veut défendre vraiment le nucléaire, c'est un atout que le général de Gaulle nous a laissé, qui a fait l'objet d'un consensus du général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy. Donc nous, on continuera de défendre le nucléaire au Parlement européen et en France. Alors,
aussi, bon, pour les libre-échanges, avec le Canada ou avec le Brésil, etc., hein, donc le CETA et le Mercosur, votre position, c'est qu'il faut des accords miroirs. Nous, on est favorable aux clauses miroirs, donc on veut que les normes qui s'appliquent en Europe s'appliquent aussi aux pays qui sont concernés par les accords de libre-échange, parce qu'il n'y a pas de raison que leurs acteurs économiques ne soient pas soumis aux mêmes normes que les nôtres. Gros point qui interroge les Français, c'est l'immigration. Alors vous avez une position assez ferme, hein, vous voulez changer un petit peu l'arrivée des migrants, qu'ils soient demandeurs d'asile ou clandestins. D'autres partis, les partis d'extrême droite parlent de 2 frontières, de 3 frontières. Déjà, nous, on voudrait une clause de sauvegarde nationale qui permettrait de rétablir les frontières intérieures sans l'aval de la Commission, parce qu'actuellement, si on veut les rétablir, il nous faut l'aval de la Commission européenne. C'est-à-dire que la France peut dire à un moment donné, je ferme mes frontières, c'est ça, comme l'Allemagne l'a fait récemment. C'est ça, exactement. On veut aussi soutenir la construction de barrières physiques, ce qu'on a déjà fait pour un précédent mandature, mais on veut aller encore plus loin aux frontières extérieures. On veut aussi que les traitements de demande d'asile se fassent dans des centres à l'extérieur de l'Union européenne, dans des centres fermés. Et on veut renforcer Frontex en recrutant 30 000 nouveaux agents et que Frontex se concentre vraiment sur ses 3 missions principales, donc prévenir, détecter et empêcher les flux de migrants illégaux, parce qu'actuellement il y a une 40aine de missions pour Frontex et c'est tout simplement pas tenable. Le problème des OQTF, hein, puisqu'on en renvoie 17-18%. Bon, après, c'est pas parce qu'on veut pas en renvoyer, c'est parce que les pays, les Marocains, les Algériens, n'importe quel pays, s'ils donnent pas un visa consulaire, on peut pas en renvoyer le Marocain ou l'Algérien. Alors vous proposez quoi pour que les EQTF soient effectives? Je pense que c'est aussi une question de volonté et de rapport de force. Les Allemands ont un nombre d'OQTF exécutés beaucoup plus élevé que chez nous, donc on pourrait regarder ce qui se passe chez eux. Après, moi je pense que c'est aussi une question de volonté, et puis c'est une question de rapport avec ces pays-là. Quand je vois l'accord de 1968 avec l'Algérie qui facilite l'obtention de visa, là moi j'y vois aussi un moyen de faire pression sur eux, de leur dire vous voulez pas reprendre vos ressortissants qui sont concernés par des OQTF, cet accord qui vous permet d'avoir des visas, je suis désolé mais on y met fin. Je pense que c'est des pistes qu'il faut explorer. Alors moi je souhaite alerter les Français sur l'énième match retour que Emmanuel Macron et Marine Le Pen souhaitent jouer pour les européennes. Ils ont fait le coup en 2017, en 2019, en 2022 et là ils réessayent. Il faut savoir qu'en Europe, comme je l'ai dit en introduction, les débats se font entre le PPE, la droite européenne, qui sera majoritaire dans tous les cas à l'issue de l'élection, et la gauche, donc le groupe social-démocrate. Les histoires de Macron, Le Pen, Attal, Bardella, en Europe, ça ne compte pas. Le groupe LR, au Parlement européen, rattaché au PPE, a obtenu des résultats importants pour défendre nos agriculteurs, défendre notre industrie nucléaire, renforcer la protection de l'Europe face aux flux migratoires, défendre le pouvoir d'achat des Français, défendre l'industrie européenne et française, notamment sur l'automobile. Donc on a un bilan, on a des députés qui à 8 ont réussi à faire plier le Parti populaire européen sur un nombre important de sujets. On a une tête de liste qui a tenu tête à Ursula von der Leyen et au chancelier Olaf Scholz. Donc chaque voix comptera. Une voix de plus pour la liste LR, c'est potentiellement un député supplémentaire qui pourra peser dans le parti qui, dans tous les cas, sera majoritaire le 9 juin.